Salut, c'est Naokimo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je n'étais pas présent sur ma chaîne et que je ne vous ai pas sorti la suite de l'année dernière vidéo que j'ai réalisée. Juste pour vous expliquer brièvement, j'ai changé de travail, voilà, il y a d'autres choses qui sont passées. Donc voilà, j'ai pas eu le temps réellement de me pencher sur mes vidéos YouTube. Donc voilà, je suis de retour. Et donc du coup, comme je disais, cette vidéo sera la suite de la dernière vidéo que j'ai réalisée qui se trouve être celle-ci, qui est la réalisation d'un dessin technique d'une bague. Qu'est-ce que c'est le dessin technique? C'est un dessin relativement poussé, un dessin, on peut dire un sketch aussi, d'un projet d'un bijou. Là, en l'occurrence, c'était une bague. Ça aurait pu être un collier ou des boucles d'oreilles ou autre, une broche par exemple. Mais là, c'était une bague que j'avais réalisée en rapport avec une pierre que j'avais trouvée sur un salon, qui se trouvait être une opale de feu. Je vous remets juste une petite image ici. Donc voilà, j'avais réalisé donc, le dessin technique et comme je vous avais dit sur cette vidéo que je voulais réaliser dans un second temps le gouaché. Le gouaché c'est quoi? C'est la mise en forme via la technique de la peinture pour exprimer les différents volumes et apporter un peu de couleur à ce dessin technique. Et en fait ce dessin technique que j'avais réalisé, on va simplement se pencher sur le dessin en perspective. Parce que tous les autres servent juste à exprimer les volumes, mais celui-ci, le dessin en perspective, va réellement montrer un peu au client l'aspect définitif du bijou. Donc voilà. Avant d'entamer ce dessin de gouaché, je voulais vous parler de deux, trois petits trucs importants. Lorsque on commence à réaliser des gouachés, il est important de se munir de quelques fournitures tout de même. Et rien de bien compliqué. Dans un premier temps, il vous faudra, de manière un peu générale, des feuilles cartonnées comme ceci, de couleur grise. Pourquoi grise? Tout simplement parce que ça remet vraiment en valeur les couleurs que vous allez appliquer, lors de votre gouaché. Et de manière générale, on utilise la couleur grise parce que vraiment toutes les couleurs ressortent relativement bien. Après, je sais qu'il y en a qui utilisent d'autres couleurs comme la couleur camel, la couleur un peu nacre aussi, qui est une couleur entre le blanc et le blanc cassé. Mais pour ma part, j'utilise vraiment cette couleur-là de gris. Ensuite, quelque chose d'important, vous verrez qu'elle a déjà été utilisée, mais c'est un petit pot avec de l'eau. Voilà, j'ai fait 2-3 tests juste auparavant avec de la couleur corail. Voilà, donc un petit pot. Vous pouvez utiliser aussi, comme vous voyez ici, le petit bouchon du petit pot pour faire vos mélanges. Et sinon, aussi, il vous faudra absolument un petit morceau de sopalin là, pour estomper les couleurs que vous aurez sur votre pinceau et sécher votre pinceau par exemple. Ensuite, il vous faudra de la peinture, et en l'occurrence de la gouache. Moi, j'ai gardé, on va dire, 80% des pots de gouache que j'avais utilisés lors de ma formation. Lorsque vous faites du gouaché, vous utilisez très peu de peinture, parce que vu qu'en fait, le gouaché, ça se rapproche plus ou moins de l'aquarelle. En fait, c'est des couleurs très diluées dans l'eau, qui fait qu'on a un rendu relativement réaliste parce qu'on superpositionne les couches. Là, on va passer en fait sur 4 couleurs basiques, donc les 4 couleurs primaires. Nous avons le blanc. Alors pour vous donner un petit peu les marques, si jamais vous décidez de les acheter, là on est sur la marque Linel qui est du Lefranc-Bourgeois. Ça vous connaissez peut-être, je vous mets juste le logo ici, comme ça vous saurez en acheter. Donc voilà, du blanc. Ensuite, du cyan, qui se trouve être du bleu en fait, mais ouais, ça s'appelle du cyan. Tous les pots que j'ai là, c'est de la même marque, hein. C'est donc Linel, Lefranc-Bourgeois. Voilà. Ensuite, du jaune, qui se trouve être jaune primaire, ouais, primaire yellow, ok, ouais, c'est ça. Hop, et la quatrième, pardon, c'est du rouge, du magenta, exactement, mais c'est du rouge. Voilà, donc avec ces 4 couleurs là, ces 4 couleurs primaires, nous pouvons réaliser une large palette de couleurs. Mais avec ça, généralement, on combine une couleur qui est importante, assez importante. Si je l'ai là, ouais. Qui se trouve être du noir d'ivoire. Alors le noir d'ivoire est assez important quand on veut réaliser des textures d'argent, d'or gris, etc. Parce que le noir, si on mélange toutes ces couleurs là, on peut arriver à faire du noir, mais avoir du noir pur avant de faire
un aplat pour de l'argent par exemple, c'est relativement important. Donc voilà, moi je vous indique ces 5 couleurs là si vous voulez débuter en gouaché, mais vous pouvez par la suite donc acheter d'autres couleurs. Il y a une couleur que j'aime beaucoup moi pour réaliser tout ce qui est or jaune, c'est la terre de sienne naturelle qui s'apparente un peu à de la couleur camel. Additionner à ça de l'ocre jaune qui vient compléter justement cette terre de sienne naturelle. Les deux sont complémentaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je dis des bêtises, hein, mais c'est ce qu'on m'a appris en tout cas. Avec ça, on peut rajouter la terre de sienne brûlée qui s'apparente un peu à du marron. Donc ces 3 couleurs-là, pour moi, sont ajoutées au blanc et un peu à du jaune primaire, sont des couleurs qui permettent réellement de faire un aspect réaliste de l'or jaune. Et ensuite, on va passer sur d'autres couleurs qui sont un peu plus en option, on va dire. Pour faire de l'émeraude ou de la pierre de jade, c'est du vert émeraude additionné au vert cyprès qui est un vert un peu plus couleur sapin, voilà. Et ensuite 3 autres petites couleurs en option aussi, mais qui m'ont servi à réaliser des petits rubis. On a le rouge rubis clair et on a le rouge rubis foncé. Et en dernier, j'ai utilisé pour faire des turquoises et pour faire un peu de saphir, c'est du bleu outre-mer foncé. Voilà, mais celle-ci elle est en option. Mais sinon globalement voilà, c'est ces 5 là qu'il vous faut, et celles-ci elles sont en option, mais vous allez vite en avoir besoin en fait. Ensuite bien évidemment il vous faudra des petits pinceaux, parce que si vous décidez de faire de la peinture sans pinceau, c'est un peu compliqué, hormis si vous utilisez vos mains. Donc moi, ce que j'utilise de manière générale, à chaque fois quand je réalise des gouachés, ce sont ces 2 pinceaux-là. Alors le premier qui est un pinceau Tristar numéro 12 Golden Tachyon, voilà, c'est celui-ci, que vous pouvez retrouver un peu partout dans le commerce. Par contre, celui-ci, le numéro 6 de chez Marin, qui est un pinceau synthétique. Ce ne sont pas des poils naturels, et je l'ai acheté dans cette grande boutique où j'achète, on va dire, 80% de mes fournitures et de mon outillage. C'est une grande boutique qui est incroyable, je trouve, et qui a la particularité d'être une vieille boutique où, à l'époque des grands peintres comme Monet et ainsi de suite, ils allaient tous acheter leur fourniture là-bas parce que c'est un grossiste. Et par exemple, j'achète mes toiles blanches là-bas, et donc mes pinceaux et mes peintures. Pas celle-ci là, mon acrylique, je l'achète là-bas. Et ensuite, dans un autre temps, j'utilise celui-ci, mais vous voyez, je l'ai un peu vraiment beaucoup poncé. C'est le numéro 1 de ces... J'arrive même plus à voir la marque tellement c'est... J'ai utilisé Kolinsky France. Peut-être ça vous dira quelque chose. Donc voilà, globalement, c'est ces 3 pinceaux-là que j'utilise, combinés à la peinture, au petit essuie-tout et au pot d'eau. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser un petit carré comme ça à côté, où vous pouvez étaler votre peinture, ce qui vous permettra de vous rendre compte de manière beaucoup plus facile de ce que va donner vos couleurs que vous avez en pot sur le papier directement. Au lieu de directement le mettre sur le dessin et vous dire ah bah en fait c'était pas cette couleur là que je voulais. Si vous avez un petit carré à côté et vous faites vos essais à côté, c'est top. Voilà dans la globalité un peu de toutes les fournitures qu'il vous faut pour réaliser un gouaché. Maintenant la dernière partie qu'il vous faut réaliser, c'est d'imprimer votre dessin. Donc là en l'occurrence la vue en 3D, de l'imprimer sur ce petit papier grisâtre. Ce que j'ai fait moi, qui se trouve être ce petit dessin-ci. Là, on la voit bien, la petite bague en 3D. Hop. Alors, je l'ai volontairement fait petite pour que par la suite, si je déborde, si je tâche ma feuille, pouvoir la rétrécir, pour que ce soit plus joli pour le client, par exemple. Alors, avant qu'on débute réellement dans le vif du sujet, je voulais vous montrer 2-3 exercices que j'ai fait à l'école, qui, en tout début de mon apprentissage, ont été des exercices assez formateurs, que je voulais vous partager pour que vous puissiez essayer de vous améliorer ou même tout simplement débuter. Alors il faut savoir que lorsqu'on commence en gouaché, on essaie de réaliser, comme je vous disais, de l'argent, de l'or jaune et de l'or gris. Ce sont les 3 métaux précieux que l'on commence à dessiner, parce que le platine ou encore du titane, ce sont des métaux qu'on croise assez rarement, quoique aujourd'hui j'en croise un peu plus. Mais voilà, dans la globalité, quand vous exprimez un dessin et que vous voulez le montrer à un client ou une marque par exemple, ce sont les 3 métaux que nous utilisons le plus souvent. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'apprendre à en représenter d'autres. Donc on va commencer par l'argent. Donc voilà, alors ça c'est l'exercice de base que j'ai reçu à l'école quand je suis arrivé, pardon. C'est pour essayer de maîtriser au mieux les ondes d'ombrage et les ondes de luminosité. Si par exemple vous prenez ce premier exercice là, on prend par exemple ce point-ci en haut à gauche où on va exprimer une zone de lumière.
un spot, un soleil ou peu importe. Lorsqu'on représente sur un volume à plat, on va avoir le côté en haut à gauche qui sera beaucoup plus sombre que le côté en bas à droite, tout simplement parce que le point de lumière ne va pas impacter directement le volume, mais plus vers l'arrière du volume. Pareil pour un rectangle à plat et un rectangle couché. Donc c'est la même chose, pardon. Vertical et horizontal, voilà ce que je veux dire. Si on prend un point de lumière en haut à gauche, pareil, le point de luminosité sera en haut et pas en bas. En bas, ce sera beaucoup plus sombre. Exactement pareil pour l'horizontal. Le point d'éclairage sera à gauche et le point d'ombrage sera sur la droite. Et quand on réalise un volume en 3D comme ça, une alliance basique, un anneau, quand le point lumineux est en haut à gauche, tout ce qui sera lumineux sera centré. Et lorsqu'on sera sur des zones ombrées, ce sera plus vers l'intérieur et l'extérieur. Donc là, on a un anneau rectangulaire, ici nous avons un anneau rond, mais ça sera exactement la même chose, sauf que l'éclairage suivra toujours le volume. C'est-à-dire que quand c'est rond, l'éclairage est forcément rond. Quand on passe sur un espèce de petit donut, c'est exactement la même chose. Donc on a dit que le point d'éclairage sera en haut à gauche, la lumière suivra tout le temps le volume. Pareil pour ici. Exactement ici, là on a un anneau, ça s'appelle un filet couteau, un triangulaire comme ça. Pareil, l'éclairage suit ce couteau-là. Ça va pas être sur la ligne, mais ça sera vraiment en mode comme un V. On voit bien ici, ouais, un espèce de petit V. Donc voilà pour le premier exercice qui peut vous aider. Dans un second temps, de l'or jaune. Et donc ici, voilà, on voit bien la délimitation de toutes les couleurs que je vous ai montrées précédemment. Je vais essayer de zoomer. Donc là, on voit bien la terre de sienne brûlée qui se trouve être la zone d'ombrage, la terre de sienne... Non, pas la terre de sienne, pardon. L'ocre jaune qui se trouve être l'extérieur juste ici. Parce que, en fait, quand on a une zone éclairée sur la gauche, forcément, on va avoir de la réverbération de la lumière sur les objets qui entourent notre bijou. Par exemple, si je mets un point d'éclairage sur ma chevalière, forcément de l'autre côté, à cause de la lumière qui se trouve au niveau des Velux, ou par exemple, si la pièce était totalement hermétique, tout en blanc, mon spot se réfléchira sur la peinture. Ce qui fera qu'on aura toujours une zone éclairée à l'inverse du volume. Mais le gros point éclairé se trouve vraiment face au gros spot qui éclaire notre bijou. Voilà comme deuxième exercice. Ensuite, un exercice primordial qui se trouve être le ruban. Pourquoi le ruban? Parce que ça permet vraiment de se rendre compte de la profondeur des volumes via les zones éclairées et ombrées. C'est-à-dire que là, si on a toujours notre spot en haut à gauche, les zones éclairées ce seront celles du dessus, mais aussi à l'intérieur du ruban. Car en fait la lumière se propage, elle va pas s'arrêter simplement aux deux premiers anneaux du dessus, mais elle va aller aussi vers le bas. Car une lumière, c'est jamais un seul faisceau lumineux, il y en a toujours des milliers et des milliers. Vous ferez un essai par exemple, vous regardez une lampe, simplement, vous fermez les yeux tout doucement comme ça, vos cils vont venir sur votre champ de vision, ça va séparer les rayons de lumière, vous verrez qu'il n'y a jamais un seul rayon de lumière. Donc là on a toujours de l'argent et de l'or jaune. Toujours la même chose, pareil, travail. Vous voyez, les rubans changent, ils ne sont pas toujours dans le même sens, ce qui permet vraiment d'étudier le sujet. Et là, on a un enchevêtrement de deux rubans, et à la fois, mon professeur m'avait dit, à l'intérieur, vous faites de l'argent, et à l'extérieur, vous faites de l'or jaune, ce qui permettra de combiner les deux techniques et les deux métaux. Ensuite, je voulais vous montrer un petit exercice pour vous... Non, on va passer à autre chose avant. Dans un autre temps, si vous désirez, là, on ne va pas s'y pencher, mais je vous le montre vite fait. On pourra essayer de réaliser un bijou en gouaché avec des pierres naturelles. Pierres naturelles, je vais vous montrer ce que c'est. Là, par exemple, on est sur du jade. Le jade, c'est une pierre naturelle, je vous mets un exemple juste ici, qui se trouve généralement en Thaïlande, qui est une très belle pierre. Là, nous sommes sur de la turquoise. Turquoise qui est pour moi, c'est une des plus belles pierres. J'ai une bague, là, je vous mets en photo. Une pierre magnifique, un peu comme son nom l'indique, turquoise, bleu turquoise, qu'on trouve généralement dans Corse, dans l'eau de Corse, qu'on retrouve aussi en Croatie, des trucs comme ça. C'est un peu les endroits paradisiaques que j'ai en tête, mais voilà, c'est une très jolie pierre naturelle. Ça, c'est une améthyste qui est de couleur violette. On n'a pas fait beaucoup, mais voilà, on voyait un peu le travail. Et dans un dernier temps, le corail qui est une pierre très très rouge, et voilà, qui était relativement difficile à réaliser. Mais j'ai réussi à réaliser ici sur ces deux cas. Celles-ci elles sont un peu trop claires, on dirait un peu trop du
une pierre rosâtre. Mais voilà, quand je parlais de pierre naturelle, c'est celle-ci. Donc dites-le moi en commentaire si vous voulez voir un nouveau bijou dans le futur avec des pierres de couleur. Et donc, pour un peu vous illustrer ceci, ça, ce sont des petits exercices que j'ai fait à l'école qui sont, pour moi, les plus beaux exercices que j'ai réalisés. Là, on est sur un cacatoès, je crois. Ouais, c'est ça. Avec au milieu une turquoise. En tête, nous avons du corail. En œil, nous avons de l'onyx. De l'or jaune et de l'argent. Voilà, comme ça combine vraiment toutes les techniques. Ici, pareil, mes deux plus beaux exercices. Nous avons une amulette et un bracelet. Avec pareil une améthyste violette, une turquoise, de l'or gris cette fois-ci et de l'or jaune. Là nous avons alors une pierre que nous n'avons pas encore vue, du lapis lazuli, qui se trouve être une pierre magnifique. Je vous mets un exemple ici d'une chevalière que j'ai réalisée avec une petite améthyste, un lapis lazuli, je la trouve magnifique. Et pareil là j'ai ajouté de l'améthyste, de la citrine, une pierre naturelle aussi jaune, magnifique. Et toujours pareil avec la combinaison de deux métaux, l'or jaune et là nous sommes sur de l'or gris. Voilà pour les différents exercices que j'ai réalisés au tout début avant d'entrer dans l'école. Ce qui m'a permis de rentrer dans l'école, c'était ce petit dessin là. J'en suis fier parce que c'est mon tout premier dessin à la gouache que j'ai réalisé solo, sans aucun cours, sans aucun tuto, sans rien. Il y a différents trucs qui ne vont pas, mais ça je l'ai appris à mes dépens lorsque j'ai rencontré un professeur qui m'a dit ton dessin il est relativement beau, déjà pas à la bonne échelle. C'est pour ça que j'ai appris par la suite grâce au dessin technique à réaliser des dessins à la bonne échelle. Voilà. Parce que là quand on voit le collier on se dit pas il est énorme en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à côté de ma main, ça, un bijou de cette taille-là, ça vaut très très cher et c'est pas réalisable en fait, parce qu'il y a plein de volumes aussi qu'on ne sait pas comment ils ont été réalisés, donc d'où le dessin technique, ça permet vraiment de se rendre compte quels sont les différents volumes du bijou. Voilà, c'était pour moi le truc le plus important à vous montrer, parce que c'était pour montrer un peu mon évolution. Bon, alors, on va débuter en ouvrant nos petits pots d'eau. Et ce que j'aimerais faire pour débuter, c'est de commencer par réaliser les métaux. Là, en l'occurrence, j'aimerais bien réaliser un corps de bague en or gris. Alors l'or gris s'apparente de façon un peu similaire à de l'argent en termes de texture et de couleur. Donc on va commencer par de l'ombrage. L'ombrage, pourquoi? Parce que l'intérieur de la bague est déjà ombragé grâce à mon dessin. Ombragé, ça se dit pas, ombré. Donc si vous pouvez vous en rendre compte en termes de quantité, ce que je vais mettre sur mon pinceau, c'est minime. C'est vraiment un petit fragment. Et donc on va venir l'estomper sur une petite essuie-tout. Voilà. Et donc on commence par réaliser un aplat noir en haut. Parce qu'en fait, la partie la plus ombrée du bijou va se trouver à l'intérieur, juste ici. Si cette partie est relativement sombre, ça va amener plus de volume. Vous voyez là déjà par exemple, on a mis beaucoup trop. Alors quand un truc comme ça vous arrive, vous enlevez toute la peinture qu'il y a sur votre pinceau. Vous mettez simplement de l'eau, que de l'eau, il n'y a que de l'eau sur mon pinceau. Et je dilue, voilà, j'étire la peinture. Il faut vraiment étirer tout du long. Je vais volontairement ne pas aller jusqu'au milieu, parce qu'au milieu on va avoir plus comme je vous ai montré tout à l'heure sur l'exercice, quand on fait un anneau, quand on repasse au milieu, voilà, au milieu ça sera vraiment le côté éclairé. Je reprends un peu noir pour faire l'extérieur de mon anneau. Je pense que j'ai un peu trop d'eau. Quand j'ai un peu trop de peinture sur mon pinceau, je peux venir le diluer à 2-3 endroits, comme ça je remets juste de l'eau, j'étire. Pareil, l'extérieur de cet anneau ici aussi, il sera un peu plus ombré, parce qu'il se trouve de l'autre côté du spot lumineux. De même ici.
C'est un noir relativement clair hein, que je mets, c'est plutôt du gris. Hein. Pareil là, étant donné que mon spot va arriver ici, ce qui va être éclairé c'est ce côté-là. Sauf que là non, c'est ombré aussi. Et ce côté ombré remonte légèrement, on va pas aller jusqu'en haut. Maintenant, on va juste diluer un peu. Voilà. Et là, globalement, on voit bien que ça ressort hein, quand même. Hein. On arrive à comprendre le volume. Donc, je vais juste mettre un peu plus de noir en bas. Je fais un avec l'eau. Voilà. Hop, voilà pour le côté ombré pour le moment. Je vais peut-être y revenir par la suite. Maintenant, ce que j'aime bien faire, moi, c'est direct attaquer par le blanc. Comme ça, si jamais c'est pas bon, ça me permettra de rectifier en rajoutant un peu de gris très clair. Alors pour ce gros pot, vous voyez, alors, le désavantage c'est qu'il fuit sans cesse. Je sais pas pourquoi, parce que je sais qu'il y a un peu de... Ils mettent un peu d'huile à l'intérieur pour que la peinture évite de sécher. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je prends simplement le bouchon. Comme ça, moi, je suis sûr de pas niquer mon dessin. Hop, vous voyez, c'est vraiment un va-et-vient entre l'eau, le sopalin, l'eau, le sopalin, l'eau, le sopalin. Il faut savoir que le gouaché, si vous n'êtes pas patient, vous n'arriverez jamais à réaliser un beau dessin parce qu'il faut être très patient. C'est quelque chose de relativement long. Pour vous dire, en termes de cours, généralement, on avait, par exemple, avec 3 heures de cours, vous pouvez simplement faire ça. Voilà, 4 perles. Voilà, c'est pour vous dire que c'est relativement long. Si vous n'arrivez pas du premier coup, ce n'est pas grave. Il faut insister et persévérer pour pouvoir s'améliorer. Moi, je sais que c'est un procédé qui ne m'attire pas particulièrement, mais je sais que ça a son petit effet quand on en réalise un pour un client, pour un ami par exemple. Là, vous voyez, là bientôt, je dois réaliser une bague pour quelqu'un et j'ai fait exactement le même procédé. J'ai réalisé un dessin technique et je vais réaliser, peut-être pas un gouaché, mais je vais réaliser une vue en 2D ou en perspective via ma tablette. Mais c'est le même principe, hein, sauf que c'est de façon numérique. C'est un procédé qu'il faut surtout pas négliger. Mais pour rien vous cacher, ça m'emballe pas des masses, hein, le gouache. Faut aimer ça. Si vous aimez la peinture, vous aimez le gouache. Ça, c'est pas très important. Alors là, ce que je vous disais, c'est que j'ai réalisé le petit point de luminosité à contre-sens du point du spot. Si le spot est là, hop, ça va taper comme ça. Donc là, je vais réaliser bientôt le point d'éclairage qui va se trouver à l'intérieur. Mais comme je disais, il va y avoir un rebond de lumière sur ce côté-là. Pareil, je vais réaliser un petit liseré juste ici. Vous allez voir que ça fait vraiment changer la donne. Je vais faire un petit point éclairé ici. Moi, je vais diluer parce que j'en ai beaucoup trop mis. Hop, je vais juste réaliser un petit liseré blanc pareil sur le contrebas de l'anneau extérieur. Alors vous n'êtes pas obligé de toujours réaliser des traits. Vous pouvez faire un petit point, puis ensuite un trait. Si je vous montre là en gros, vous faites un point et ensuite un trait. Si vous observez des volumes, par exemple, je sais pas, on va dire un truc tout bête, un rouge à lèvres ou un cylindre métallique, souvent on a un impact de lumière, paf. Et sur l'arête, par exemple, sur le bouchon, sur l'arête du bouchon,
Ça fera comme ça fait un petit liseré blanc. Je vous donne un exemple ici. Maintenant, on voit mieux. Avec les turquoises. Vous voyez, quand je vous dis que ça fuit, cette merde. Là, pour vous voyez, ça fuit. Super. Voilà. Là, on voit bien. Petit impact et liseré. Petit impact, liseré. Là, on a une grosse surface. Petit impact, liseré. Petit impact, liseré. Alors, maintenant, je vais accentuer. Vous voyez, parce que la feuille a aspiré la peinture. Je vais remettre là-haut, parce que vraiment là-haut ici, là, c'est le point le plus éclairé. J'enlève la totalité de la peinture, je dilue avec de l'eau. En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que entre la zone d'ombrage et la zone éclairée, elles sont vraiment parallèles. Et en fait, il faut que le point d'intersection de ces deux zones soit le plus dilué possible. Vraiment qu'on ait un dégradé. C'est très important. Parce que si vous avez vraiment une zone prédélimitée ou prédéfinie, on va dire ça comme ça, le rendu sera moins incroyable. C'est ce qui va faire réellement la différence en fait. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est s'attaquer au diamant, parce que le diamant, bah, j'ai pas besoin de changer de couleur, il faut juste prendre du blanc. Pareil, donc du coup, comme je disais, hop, petite trace de blanc ici, sur le dessus, et mon impact de l'autre côté. Hop. Le diamant, on n'est pas obligé de les faire en totalité, hein. C'est juste histoire de figurer les petites zones Parce qu'un diamant est une matière, enfin, est une pierre qui réfléchit énormément à la lumière, donc qui est dans la globalité relativement blanche. Et donc c'est pas obligé de la faire entièrement en fait, parce que il n'y a que du blanc à appliquer dessus dans la globalité, comme je dis, hein. Des fois on peut mettre un peu de noir pour accentuer justement cette réflexion de lumière. Là ici ce qu'on voit, là, les 4 petits points qui se trouvent ici, ce sont les griffes de sertissure. Et les griffes de sertissure, pareil, elles sont relativement fines, mais si on veut les faire ressortir, on met un gros trait blanc au niveau de la zone éclairée. Et un tout petit point de l'autre côté, voilà. Tac. Qui derrière on ne verra pas beaucoup, donc on va pas rajouter. Pareil sur les diamants. Je vous mets l'exemple d'un diamant juste ici, qui vous permettra de vous rendre compte de comment on réalise relativement bien un diamant en gouaché. Là j'ai pas décidé de faire comme ça parce que c'est long. Et la vidéo, elle aurait pas fait une demi-heure, 3/4 d'heure, elle aurait fait 10 heures. Peut-être pas, mais voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, dans la globalité, pour représenter les diamants sans qu'ils soient très élaborés, parce qu'on n'est pas obligé de faire un truc très élaboré quand même. Il faut juste que le client puisse se rendre compte de ce que c'est comme pierre. Et des pierres aussi blanches sont forcément des diamants. Ou des perles de culture, mais les perles de culture, j'ai pas un exemple ici. Je pourrais vous en montrer une prochaine fois, mais pareil, ça se ressemble parce que, surtout les blanches, les perles de culture blanches, il y a très peu de dégradés de couleur. C'est que du blanc et un petit peu de bleu. Là, les pierres qui sont derrière, je veux juste représenter qu'un petit point, voilà, pour qu'on sache que ce sont des diamants aussi. Pareil, toujours pas obligé de les représenter de façon assez précise. Hop, je refais un petit point d'assistance ici à ce niveau-là. Là aussi.
Voilà. Alors, on va passer maintenant à la pierre. La pierre, donc, qui est une opale de feu. Je vous remets une image encore de nouveau ici. Vous voyez que dans la globalité, elle est de couleur orangeâtre. C'est pour ça que je me suis entraîné via mon petit pot avant. Cette couleur-là qu'on souhaite retrouver. Et pour cela, quoi de mieux que du rouge rubis clair. Le rouge rubis clair est une couleur relativement orangeâtre et qui tend vers le magenta, qui se trouve être le rouge primaire. Hop, donc on en prend, pareil, il faut prendre drôle. Là, je sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment c'est une pointe que je viens appliquer et que je viens diluer avec beaucoup d'eau. Pareil, si vous avez trop d'eau là, vous voyez, j'ai mis trop d'eau. Hop, j'enlève, je remets jamais mon pinceau dans le pot d'eau. J'enlève et j'estompe avec le sopalin. J'ai mis de façon volontaire beaucoup de rouge rubis clair au milieu parce que ça va faire ressortir la pierre. Je vais en rajouter aussi un petit peu à la base, ce qui va faire que vous verrez, ça va faire ressortir la pierre. Pareil, je vais la diluer. Je peux en mettre aussi sur le bas des autres facettes. Facettes, je vous rappelle ce que c'est. Ce sont les différents, comme son nom l'indique, des faces de la pierre. Je reprends un petit peu pour refaire une petite délimitation relativement légère à ce niveau-là, pour en faire ressortir la pierre. Alors maintenant, ce que je vais utiliser, c'est une couleur que j'aime beaucoup, comme je vous ai dit tout à l'heure, celle de l'émeraude, du vert émeraude, qui mélangé au cyan, c'est ça je crois, ouais, au cyan. Elle donne un aspect très proche de la turquoise. Mais c'est une couleur très très forte. Donc là j'en ai mis pareil que pour le rouge. Que pour le... Oui c'est rouge rubis clair. J'en ai mis très très peu. Parce que comme je disais c'est une couleur très vive et importante. Donc il faut vraiment être très minutieux. Et pas trop s'emballer. Sinon on risque de faire des conneries. Grosse connerie. N'hésitez pas à m'envoyer si vous voulez en commentaire ou en message privé sur Instagram. Je vous mets mon Instagram juste ici. M'envoyer en privé sur mon Instagram des gouachés que vous avez réalisés. Je serais super intéressé et comme ça je pourrais vous donner un peu mon avis si vous le souhaitez simplement. Hein. Sinon gardez-les pour vous, mais ça m'intéresserait de voir ce que vous avez tout simplement réalisé peut-être devant ma vidéo ou grâce à ma vidéo. Bon après, toute proportion gardée, je ne suis pas un expert en gouaché, donc si vous voulez un avis d'un expert, d'ailleurs je vous mets l'Instagram d'une personne, d'une artiste, plus particulièrement une artiste que je trouve incroyable et douée, elle a des mains en or concernant le gouaché. Je vous mets son Instagram juste ici parce que ce qu'elle réalise, moi à chaque fois je suis bluffé. Voilà, si vous voulez on va dire une référence en termes de gouaché, je vous laisse regarder son compte Instagram et peut-être qu'un jour, qui sait, j'arriverai à travailler avec elle si elle souhaite réaliser par exemple ses gouachés de façon physique. Je sais que dans la globalité elle est plus axée horlogerie, mais qui est aussi un beau métier, hein. C'est même le métier le plus lié à la joaillerie parce que on en réalise de manière générale dans ce métier des montres, parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de montres avec des pierres dessus. Là je vais passer sur de l'ocre jaune. Pourquoi de l'ocre jaune? Parce que comme je vous ai dit, je vous ai montré pardon, le rouge rubis clair et l'ocre jaune sont deux couleurs qui se détachent énormément de cette pierre. Faut pas non plus en abuser, hein. Mais combiné à ça, on va rajouter après par la suite du jaune primaire, parce que pareil ça va faire ressortir un peu cette petite pierre. Le jaune primaire, c'est relativement difficile de le mettre en valeur sur un bijou. Parce que déjà d'une, c'est une couleur qui est très très vite bu par le papier. Et c'est une des couleurs les moins, on va dire, opaques de la palette de peinture. Donc c'est très dur de la faire tenir. Il faut souvent repasser dessus en fait. Vous faites une petite couche de jaune primaire, ensuite vous refaites vos couleurs à côté et à la fin vous repassez avec du jaune primaire. Ou sinon ce que vous pouvez faire c'est la diluer avec un peu de blanc. Du blanc qui va apporter de l'éclat à votre jaune, qui va le faire ressortir davantage. On va passer au bleu un peu outre-mer maintenant. C'est de l'outre-mer foncé comme je disais tout à l'heure. Non, on va pas prendre celui-là, on va prendre plutôt le cyan. Parce que le bleu outre-mer il est trop foncé. Pareil, le bleu là il faut vraiment que j'en prenne une petite pointe. Voilà, mon petit jaune et mon blanc.
Ça va faire un jaune un peu laiteux. On voit bien que ça fait ressortir. On arrive à quelque chose de sympathique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vois que c'est un peu trop délimité en termes de couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre de l'eau à sec. Et on vient mélanger le tout. En faisant attention quand même de garder les couleurs. Hein. Par exemple, vous voyez, il y a trop de vert là. Donc le vert, on va l'estomper avec du rouge rubis foncé. Parce que je n'en ai pas mis. À l'endroit où il y a un peu trop de vert, paf paf paf, on dilue un petit peu, comme ça. Et on estompe avec de l'eau. Hop. Et maintenant, on va reprendre notre jaune, ouais, jaune blanc. Hein. On va remettre juste des petites zones de vives comme ça, sans la diluer avec de l'eau. Et maintenant, pour refaire éclater tout ça, on va juste prendre du blanc neutre, sans rien. Et comme tout à l'heure, avec les autres, les points de lumière assez impactants sur le corps de bague, et bon, on va faire la même chose sur la pierre. Alors, il y a un point ici, forcément. Hop. Voilà. En face aussi. On peut en mettre quelques points comme ça. Faut toujours en mettre, mais pas trop non plus. Pareil, la gouache, c'est quelque chose d'assez minutieux. De toute façon, le métier de joaillier, dans la globalité, c'est un métier relativement minutieux. Vous n'êtes des fois pas obligé de faire un trait, hein. Vous faites juste un petit point dans le coin, toujours dans le coin. Voilà. Là, la table de la pierre est relativement réaliste, je trouve. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est, vous voyez juste ici, il y a deux petites lignes. En fait, ce sont c'est le métal qui va venir emprisonner la pierre pour éviter qu'elle bouge. Et en fait, vu que, pareil, il va y avoir de la lumière qui va se réfléchir dedans, étant donné que c'est seulement du métal, hein, il faut représenter avec justement ces petits traits de lumière. Et on va reprendre un petit peu de rouge là, que j'avais ici encore sur mon petit pochoir, enfin sur ma petite palette pour diluer les couleurs, et on va la mélanger avec l'ocre. Hop. Et je l'ai juste pris, je l'ai additionné à l'ocre que j'avais installé, comme ça, avec l'eau qu'il y a sur déjà l'ocre présent, ça va se mélanger. Pas besoin de rajouter de l'eau. Voilà, c'est plutôt pas mal ce que j'ai fait là. Je suis pas souvent satisfait de ce que je réalise, mais là, c'est pas mal. Je vais juste reprendre mon petit noir d'ivoire. Parce que ici, à ce niveau-là, j'ai pas insisté sur de l'ombre de façon... ça se dit pas insistant, je n'ai pas mis assez d'ombrage ici, là, à ce niveau-là. Mais là, j'ai mis quasiment rien hein, en termes de couleur. Hein. C'est que de l'eau et un tout petit peu de peinture. Là, pareil, cet aplat blanc, là, il ne va pas. Il faut le diluer un peu plus.
bah écoutez, je suis plutôt satisfait. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Je vais simplement, comme toujours, hop, signer de ma main. Mon dessin. Et voilà. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et à me laisser un petit pouce bleu. J'espère aussi que la vidéo t'a permis de mieux comprendre ce procédé de gouaché. N'hésite pas à le refaire chez toi si tu souhaites débuter en gouaché. Et comme je t'ai dit dans la vidéo, à m'envoyer une petite photo en message privé via mon Instagram pour me montrer ton projet, et si ça se trouve tu as réalisé d'autres bijoux via cette technique de gouaché, donc n'hésite pas à me les envoyer, je te dirai mon point de vue et ce que tu peux améliorer, sans prétention aucune, sachant que je ne suis pas un professionnel de gouaché, car c'est un métier à part entière en termes de processus de création. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!